Bonsoir et bienvenue dans Politiquement chaud. Alors c'est l'homme du jour, il s'appelle Jean-Louis Borloo, c'est un revenant, il ne revient pas en politique mais il revient à son sujet principal, les banlieues. Il a présenté ce matin, on le voit, un rapport au Premier ministre Édouard Philippe, un rapport important, 164 pages, 19 programmes par thème. Il espère évidemment, Jean-Louis Borloo, être entendu, on va en parler dans un instant. En tout cas, cet après-midi, il y avait les états généraux de la ville. Il était là et il montre qu'il est très déterminé. Notre système n'est pas attentif. Nous ne sommes pas vers l'égalité républicaine. Il y a beaucoup moins de moyens dans ces quartiers qu'ailleurs. Et il faut d'abord tordre le cou à la légende que j'entends. Pour ça que j'ai fait un travail précis, que vous avez vu. On a mis de l'argent, ça ne sert à rien. C'est une plaisanterie. Comment on refait une société ensemble? Comment on fait ensemble? Pour vivre ensemble, il faut faire ensemble. C'est un plan extrêmement précis qui est proposé au président. C'est à lui d'en décider, bien entendu. Mais de toute façon, ça se fera. Il est toujours optimiste, Jean-Louis Borloo. On va parler de ce plan avec deux élus de la région parisienne. Catherine Arenoux, qui est maire, les Républicains de Chanteloup-les-Vignes, et puis Patrice Bessac, qui est le maire de Montreuil. Alors, on va voir si les deux élus sont d'accord. En tout cas, il est très alarmiste dans son texte, dans son rapport, dans Jean-Louis Borloo, dans une introduction. Il parle de scandale absolu. Il dit que la situation est aussi grave qu'il y a 15 ans où tout se dégradait. C'était en 2004, avant les émeutes de 2005. Est-ce que c'est aussi dramatique que ça, Catherine Arenoux ? Oui, ça se voit moins. Ça se voit moins parce qu'on a été nombreux à avoir un plan de rénovation urbaine porté par Jean-Louis Borloo avec l'agence de rénovation urbaine, où il y a vraiment des quartiers qui ont commencé à avoir une vraie transformation physique des murs, des équipements publics. Mais derrière, à l'intérieur de ces bâtiments, à l'intérieur de ces appartements, on le sait, on le voit, on a des chiffres. Les populations se sont paupérisées, se sont précarisées, sont encore plus loin de la République. Elles sont à certains endroits moins nombreuses, mais plus ghettoisées, plus précarisées. C'est-à-dire que ça se voit moins et nous, on sait que cette espèce de poudrière, elle existe toujours, elle est même plus dense. Oui, quand il dit scandale absolu, c'est pas exagéré. Vous pensez aussi, il dit c'est pas un cri d'alarme, c'est pire que ça au fond. Quand il parle de scandale, c'est une double vision. C'est scandaleux qu'on dise et qu'on redise autant d'argent qui dégouline sur nos banlieues, comme si les maires avaient reçu depuis 30 ans de l'argent, ne savaient plus qu'en faire et en tout cas ne l'utilisaient pas bien. C'est aussi, je trouve ça aussi bête, mais Jean-Louis Borloo le démontre, que si on disait par exemple depuis 30 ans, combien y a-t-il eu sur l'éducation nationale, sur l'ensemble des villes qui vont bien, et combien d'enfants sont sortis du système quand même? C'est aussi bête. Il se trouve que... Alors, on va donner des exemples. Dans une ville comme les nôtres, il y a environ 48 à 50% d'habitants qui ont moins de 20, 22 ans, 24 ans. On est à peu près tous dans la même moyenne. On a 3 fois plus d'enfants scolarisables qui relèvent de la compétence de la ville, c'est-à-dire moins de 12 ans, dans CM2. 3 fois plus d'enfants que dans une ville de même gabarit. Est-ce qu'on a 3 fois plus de moyens pour accompagner ces enfants? Eh bien non. Or, ils sont plus en difficulté, ils sont plus éloignés de tout. En tout cas, éloignés du système éducatif français. Patrice Bessac, vous n'êtes pas dans le même parti, évidemment, mais vous partagez ce diagnostic, effectivement? Nous ne sommes pas dans le même parti et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ouais. Moi, je ressens une certaine indifférence. Je ressens un regard qui est un regard où on dit de toute façon, il se fait déjà beaucoup de choses. Ah bah oui, on va regarder tous les plans pour la ville. Il y a tout l'argent qui est là, etc. Et je trouve que Borloo dans ses premières pages, démontre point par point que la banlieue française, c'est la banlieue des inégalités, c'est la banlieue du moins d'argent, c'est la banlieue dans laquelle ceux qui ont moins ont encore moins que les autres. Mais j'ai envie d'être positif. Il y a aussi une chance pour la France. Il y a une énergie, il y a une jeunesse formidable. Il y a 500 000 jeunes aujourd'hui qui sont en situation de non-emploi. C'est un potentiel très fort. Et moi, aujourd'hui, quand je rencontre soit les décideurs publics, soit les entreprises, je leur dis ouvrez les yeux. Il va falloir qu'on ouvre la France à cette diversité, qu'on se donne les moyens de mettre tout le monde au travail, de faire passer par de beaux parcours éducatifs. Bref, qu'on réconcilie les banlieues françaises avec la République. Oui, Alexis Brézé, vous êtes d'accord avec... vous entendez cette plainte ou... Vous le savez, d'ailleurs, c'est pour ça que vous me le demandez. Non, pas du tout, mais vous pouvez... Pourquoi? Parce que, évidemment, ça ne va pas bien en banlieue, et tout le monde le sait. Tout le monde n'est pas d'accord sur le diagnostic. Mais de là à dire que les banlieues sont à l'abandon
qu'on n'a rien fait et que tout le monde s'en fiche et qu'elles sont victimes de ségrégation, d'oubli, de discrimination, etc., ça me paraît tout à fait exagéré quand on regarde ce qui s'est passé depuis 20 ou 30 ans. Borloo lui-même est le père du plan ANRU. C'est 47 milliards qui ont été dépensés depuis 2003. Alors on peut dire c'est pas assez, mais on ne peut pas dire qu'elles ont été abandonnées. Si on regarde depuis les années Mitterrand, moi je me souviens le début de la politique de la ville depuis 80. On regarde tous les plans banlieue. Des plans banlieue, il y en a eu une douzaine. On va les regarder. On va regarder la liste. Ça commence en 1977 voilà. sous Valéry Giscard d'Estaing avec le premier plan banlieue. Jacques Barrot, c'est Jacques Barrot qui est ministre, absolument. Ensuite, ça change de nom. On a le plan banlieue 89 en 83, le plan Espoir banlieue en 2008. Bref, ça change de nom. Mais il y a eu un plan Marshall pour les villes. Il y a eu les plans Jospin. Enfin bon, donc dire que rien n'a été fait, dire que les banlieues sont abandonnées, ça n'est factuellement pas vrai. Mais peut-être faut-il dire que ce qu'on a fait n'a pas marché. C'est autre chose. Et si ce qu'on a fait n'a pas marché, à ce moment-là, il faut faire différemment. Et moi, ce qui m'inquiète un peu dans un certain nombre de mesures, pas toutes de Borloo, c'est que pour beaucoup, on reprend ce qui a déjà été fait. Et je ne vois pas pourquoi ce qui n'a pas marché hier marcherait mieux demain. Pierre Jacquemin, vous dites qu'il y a beaucoup de plans. Vous aussi, vous interrogez sur où est passé l'argent ? Sans doute faut-il s'interroger sur la manière dont ça a été fait et la manière dont les moyens ont été répartis. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que la situation s'aggrave. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des dispositifs qui n'ont pas bien marché, mais la situation s'aggrave. Aujourd'hui, quand on parle des quartiers populaires, c'est là où il y a le moins de moyens, moins de services publics, moins d'agents, moins de police, moins d'associations. Aujourd'hui, avec la politique d'Emmanuel Macron, il y a fort à craindre, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, on retire des emplois aidés, que des associations qui interviennent dans les quartiers, je pense aux associations de femmes notamment, qui interviennent dans les quartiers pour aider les jeunes à trouver du travail, pour aider les jeunes à s'engager. Ces associations, aujourd'hui, ne peuvent plus vivre puisqu'il n'y a plus les moyens qui sont donnés par l'État. Je crois que la politique de la ville, et en plus de ça, compte tenu du fait que la politique de François Hollande n'a pas été non plus très avant-gardiste, en tout cas, il n'y a pas eu beaucoup de moyens. Borloo, il dit tout s'est arrêté depuis 4 ans. Déjà, sur la question du logement, parce que c'est aussi une question essentielle, la question du logement dans les quartiers, c'est vrai que la rénovation urbaine, depuis 3 ans, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas les grands projets ont été arrêtés. Donc ça, c'est un problème. Mais encore une fois, quand on fait de la politique, c'est le problème de ce plan. C'est-à-dire que oui, il est peut-être ambitieux, peut-être ça va dans le bon sens, mais le problème, c'est le désespoir derrière. C'est-à-dire qu'on crée un espoir à travers ces dispositifs, mais derrière, on sait très bien, Emmanuel Macron, il fait de la politique, il fait de la politique par la question des budgets. Donc aujourd'hui, effectivement, l'argent, il ne le trouvera pas pour financer un plan comme celui-là. C'est ça le problème, c'est créer le désespoir. Et aujourd'hui, je le crois, les élus sont au bord d'un plan, mais Catherine Arenoux, où il est passé l'argent de tous ces plans? Alors, est-ce qu'on pourrait regarder ce qui s'est passé dans ces quartiers entre 1977, date du premier plan, et maintenant? Est-ce que ce sont les mêmes habitants? Est-ce que ce sont les mêmes difficultés? Bien sûr que non. Je n'arrête pas de dire que si c'était les mêmes habitants, je n'aurais que des petits vieux dans le bas de mes escaliers. Non, on a très régulièrement, et Jean-Louis Borloo le dit, mais on le dit tous, nos banlieues sont encore, ces dernières années, le lieu de l'ascenseur social. Il y a des gens extraordinaires qui partent de très très loin et qui arrivent à grimper et qui arrivent à proposer à eux et à leurs enfants un véritable ascenseur social, et puis qui, naturellement, parce que ce n'est pas le lieu qu'ils considèrent comme le lieu de la réussite, quittent les quartiers, s'en éloignent un peu pour réussir mieux ailleurs. Et ils sont remplacés par qui? Ils sont remplacés par des gens toujours plus précaires. Je vais vous donner l'exemple de ma ville parce qu'elle a 10 000 habitants, c'est très significatif. J'avais 82% de logement social au début de tous ces programmes. J'en ai 50 maintenant. Les autres 50, c'est du logement privé qui a pu venir parce que l'image a un peu changé. Donc théoriquement, la ville va mieux. Le revenu moyen par habitant est plus élevé. La ville va mieux. Et le revenu moyen par habitant dans la cité est beaucoup plus bas. Donc les gens ont bien été remplacés par des politiques de peuplement que porte l'État, qui est complètement responsable. L'État donne des moyens et dans le même temps donne les difficultés un peu plus à chaque jour, c'est-à-dire qu'ils ne donnent jamais les moyens à la hauteur des difficultés qu'ils nous donnent. Nous sommes les seuls qui portons la solidarité nationale. Et à un moment donné, ça ne pourra plus suffire. Oui. Mais Patrick Vessac, vous dites, faites en écho encore la même chose chez vous, c'est-à-dire que quand on réussit un peu, on s'en va parce qu'on n'a pas envie de rester dans la ville et vous récupérez les populations. Oui, il y a de plus en plus de difficultés et il y a une logique d'enfermement des populations parce qu'à force de faire du logement social, le logement des plus pauvres, on ne fait plus de mixité et ça pose un problème à nos quartiers. Mais vous êtes très provocatrice, Arlette Chabot, à dire et à répéter, il est passé où l'argent? Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Ils se posent la question, donc il faut chaque fois, on dit il y a des plans, et il y a des gens, on en parlera tout à l'heure, si vous habitez la campagne, vous vous dites, mince, on n'arrête pas de donner de l'argent aux banlieues. Oui, qu'est-ce qu'ils en font de leur argent? Si vous voulez, c'est provocateur parce que, quand on connaît les réalités fiscales, dans nos communes,
il y a infiniment moins de fiscalité que dans les centres-villes. Donc, nous sommes défavorisés sur ce plan. Deuxièmement, du point de vue des services publics, là où il y a le plus d'inégalités, il y a le moins de services publics. Troisièmement, sur la rénovation urbaine, moi, je deviens dingo quand j'entends ça. Parce que quand on regarde la réalité de ce que c'était les immeubles, de ce qu'on a construit dans les années 50, 60, 70, c'était des constructions un peu pourries, quoi. C'est-à-dire très fines, qui avaient besoin de beaucoup d'argent. Et on n'a fait qu'une partie du boulot. Ce qu'on a fait, on l'a bien fait. Mais la rénovation urbaine, les murs, ça ne suffit pas. Il faut aussi une rénovation sociale, une rénovation démocratique. Vous êtes l'éditorialiste d'un grand journal économique. Moi, j'aimerais bien que de temps en temps, Le Figaro dise où en sont nos grandes entreprises sur l'emploi des jeunes des quartiers populaires. Il dit même le patron des rédactions. C'est pire que ça. C'est pas juste éditorialiste économique. Il faut que les pages saumon disent à toutes les boîtes régulièrement embaucher nos jeunes issus des quartiers populaires. Ce qu'on dit, notamment demain, on dit une chose, c'est que le vrai plan pour les banlieues aujourd'hui, c'est pas le plan Borloo, qui à mon avis ne changera rien, si tant est qu'on impliquait les mesures. C'est la réforme de l'apprentissage. C'est la réforme de la formation professionnelle. Ça, c'est important pour les banlieues. Parce que ça peut permettre, comme vous le dites, à ces jeunes pour ces jeunes de trouver des emplois. Mais vous ne l'avez pas lu, il en parle. Comment ? Attendez, alors pour l'instant, je n'ai pas tellement l'impression qu'il en parle. Et c'est quand même une des questions. Il en parle de l'apprentissage. Il dit que les entreprises ne font pas leur boulot. C'est bien ça. Il dit ça, oui, mais ce qui est important, c'est de changer les règles de l'apprentissage. Ça, c'est important, qui sont confisquées par les partenaires sociaux, entre nous soit dit. Mais là, on parle d'autre chose. On compare et on regarde la situation d'injustice, de relative injustice des banlieues par rapport aux grands centres urbains où vivent des bobos, etc. Et vous avez absolument raison. Mais il y a une autre France dont on parle jamais, et ça vous vous comparez jamais à ça, et je vous comprends. C'est la France rurale, c'est la France des petites villes de province. Le problème, c'est que c'est précisément... Laissez-moi finir, parce que je vous ai laissé finir. Si vous allez dans les petites villes, en Ariège, si vous allez à Saint-Lizier, si vous allez à Livaro, dans le Calvados, vous verrez qu'il n'y a pas plus d'activités culturelles, il n'y a pas plus d'activités sociales, il n'y a pas plus d'aide ceci, il n'y a pas plus d'aide ça, il y en a moins. Donc il faut, on en parle. Mais il faut quand même. Et donc, les habitants de ces zones-là ne se sentent pas du tout comme des privilégiés. Donc la comparaison, elle ne peut pas être uniquement en direction des grands centres-villes de Paris, Toulouse, Bordeaux et Lyon. Il y a toute cette France qui ne vit pas dans les grands centres-villes et qui aujourd'hui a le sentiment d'être moins bien traité que les banlieues. Alors vous, ça vous fait bondir, mais il faut bien voir ce qui me fait bondir, c'est qu'effectivement, c'est aussi une des stratégies, on le voit bien depuis le début, la politique d'Emmanuel Macron, c'est aussi une mise en compétition des individus. On met en compétition la ruralité avec la banlieue et les trucs. Borloo le dit très bien dans son rapport, d'ailleurs, il précise une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a des territoires qui sont oubliés, les quartiers populaires, les communes rurales et aussi les outre-mer. Regardez le nombre d'élus de petites communes qui ont critiqué le fait qu'on dédouble les classes, chose sûrement utile. Mais au même moment, un certain nombre de classes et de postes disparaissent dans les petites communes rurales. Et bien les gens disent... Parce que la population baisse Oui, aussi. mais n'empêche que les gens disent, on nous pique nos profs et on va les donner aux banlieues. Et ça n'est qu'un petit exemple, et il y en a bien d'autres. C'est un mauvais exemple, puisqu'on a vécu le dédoublement des CP, qui peut être une bonne mesure. Plus on individualise, mieux c'est dans le domaine de l'éducation, à mon avis. Mais on a tous vécu la même chose dans nos quartiers prioritaires d'éducation prioritaire. Nous avions tous le phénomène de plus de maîtres que de classes, qui était très très utile pour dédoubler un certain nombre d'activités, parce que les enfants, même à 25, c'est compliqué dans le quartier. Quand les CP, le dédoublement des CP s'est fait, là, ça sera encore pire avec le dédoublement des CE1, qui a d'abord été utilisé pour ces dédoublements des CP, les profs qui étaient déjà dans nos quartiers. C'est-à-dire qu'on n'en a pas plus. Avec ce dédoublement des CP, il n'y a pas une collectivité qui a eu plus d'enseignants. C'est simplement, ils sont passés d'un dispositif à un autre. Donc, à la limite, mes CM1, CM2 sont plus nombreux et ont moins de moyens. Donc, arrêtons de dire que c'est... Et puis moi, je ne supporte pas, on ne compare pas et on ne met pas en face de pauvreté, de difficultés. Ouais. Les difficultés sont différentes. D'ailleurs, j'avais beaucoup contesté la lecture du plan précédent qui avait redéfini la politique de la ville. Oui. On en avait fait une politique de pauvreté. La politique de pauvreté, ça n'est pas ça. On doit l'aborder différemment. La politique de la ville sur nos grands ensembles, qu'ils soient périphériques ou centre-ville, sur nos grands ensembles qui sont faits essentiellement de logement social ou de copropriété dégradée,
aborder. Ce ne sont pas les mêmes difficultés que les populations rurales et il faut les traiter différemment. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est deux façons d'aborder les difficultés en France. Mais la question aussi, quand on voit tous ces plans, c'est qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire dans ce plan pour l'emploi? Il y a les zones franches. Pour ça, on connaissait la réforme de l'apprentissage, de la formation professionnelle. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui peut régler ces problèmes-là qui n'ont pas été réglés depuis 77? Est-ce que c'est révolutionnaire comme Alors, il y a une façon d'aborder les choses, effectivement, qui ne peut pas faire des petits mots et des petites phrases. Il y a une façon d'aborder les choses qui est d'inverser complètement les fonctionnements sur nos territoires. D'inverser, par exemple, dans le domaine de l'éducation. Nous vivons tous la même chose. Nous vivons une éducation nationale qui chemine dans son coin, une réussite éducative que nous portons tous. Il y a des associations qui portent le périscolaire. Chacun travaille comme dans des tuyaux d'orgue, chacun fait son bruit et il n'y a pas une musique globale. À un moment donné, il va falloir inverser ça. Et c'est ce que demande Jean-Louis Borloo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un chef dans tout ça. Et il faut que tout le monde se mette sur une éducation très spécialisée, très adaptée aux populations qui sont là. On n'enseigne pas pareil à un enfant de 3 ans dont les parents viennent d'arriver sur le territoire, dont les parents ne parlent pas un mot de français et qui sont là alors qu'ils ne connaissent personne et qui ont été mis là parce que c'est le seul endroit où ils n'avaient pas le choix, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de dire non. Et puis en vrai, il y a quelque chose de révolutionnaire. Vous avez plusieurs centaines de maires, de toutes couleurs politiques confondues. Oui, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Moi, le maire communiste, qui travaille avec Borloo, ancien ministre de Jacques Chirac. Tout ce beau monde s'est mis à travailler des mois et des mois et des mois avec le gouvernement, des ateliers de travail pour faire émerger ce qui permettrait de consolider une vision structurante de l'action pour nos banlieues. Quand même, dans ce pays, c'est si rare qu'on arrive à se rassembler pour trouver une voie de travail. C'est pas si nouveau que ça. Avec tous les associatifs, avec... C'est pas si nouveau. Tous ces fameux plans. C'est la première fois depuis 8 mois de travail associatif, acteurs de quartier, entrepreneurs, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneuriat dans nos quartiers aussi, et qui se sont mis, non, c'est la première fois qu'on vit 8 mois de travail et de propositions communes. Mais le fait que élus de banlieue et de droite et de gauche se retrouvent autour de ces fameux plans dont on parle tous, c'est pas la première fois, ça fait des années que ça dure. Donc il faut aussi s'interroger. Vous allez dire, ils veulent de l'argent, ils sont tous oui, mais on vous comprend, vous avez besoin d'argent, vous avez des besoins, vous avez raison. Je ne vais pas vous le reprocher, mais en même temps, il faut s'interroger sur l'échec de ces choses-là. Mais l'échec de ces choses-là, c'est, je suis désolé de revenir au nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc à un moment donné, on peut avoir toutes les ambitions. Je finis. On peut avoir toutes les ambitions du monde si on met pas l'argent là où il est nécessaire de mettre l'argent. Si on va pas chercher l'argent dans les communes riches, notamment pour redistribuer dans les communes pauvres, parce qu'il est là aussi le problème, c'est la péréquation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on voit des communes pauvres qui absorbent toutes les difficultés sociales, économiques, le chômage, l'absence de rénovation de l'entretien du bâtiment et l'accueil des familles les plus pauvres, il est là le problème. Donc oui, il faut évidemment un plan et il faut trouver cet argent. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur les sources de financement qui sont proposées à travers ce plan. Il faut que l'État s'engage vraiment. Et visiblement, en tout cas, les orientations de ce gouvernement, puisqu'Emmanuel Macron n'a pas souhaité créer un ministère de la politique de la ville, et en plus de ça, les arbitrages des 2 ministres qui ont en charge la politique de la ville, ils ont obtenu des arbitrages négatifs. Donc du coup, l'ambition de ce gouvernement n'est pas... peuvent reprendre. Comment ? Et je veux savoir pourquoi ça marcherait cette fois. Qu'est-ce qui peut marcher ? Puisqu'on dit tous les plans qui ont été mis en place, ça n'a pas donné des résultats ou des résultats éphémères. C'est vrai qu'il y a eu le plan de rénovation urbaine de Jean-Louis Borloo. Il dit lui-même que tout s'est arrêté il y a 4 ans. Mais encore une fois, la rénovation, faire tomber les barres d'immeubles, même s'il faut continuer, peut-être à le faire parfois, il faut autre chose quand même pour que ça marche. D'abord, changer les banlieues. Il faut aussi que les communes riches accueillent le logement social. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Si vous dites c'est quoi ? C'est l'éducation qui est le plus important ? Une politique de peuplement équilibrée. Parce que si on ne s'arrête pas de perfuser spécifiquement nos banlieues, nos territoires avec les gens les plus précaires, si on ne s'arrête pas maintenant, on a encore une génération devant nous à accompagner et on écope la mer à la petite cuillère. Il faut déjà arrêter. Après, l'éducation, oui, c'est la base. Parce que quand on en est au niveau de l'apprentissage, de l'orientation... Il faut des cités éducatives, pardon de vous interrompre. Jean-Louis Borloo, le cité éducative, c'est pas juste des classes, là, on n'est pas sur l'éducation. La cité éducative, c'est la façon de dire que sur des territoires comme les nôtres, seule l'éducation nationale ne porte pas l'éducation et l'enseignement. Il y a dans la vie de l'enfant, et on le sait tous, il y a le temps périscolaire où il y a de l'éducation, il y a le temps parental où il y a de l'éducation et qu'il faut accompagner, il y a le temps d'éducation nationale, et il y a un abord différent. Quand on parle de cité éducative, moi je suis en train d'en monter une sur mon territoire, quand on parle de cité éducative... Ça existe déjà, vous dites. On est en train de le penser, oui, on est en train de l'ébaucher tous ensemble. Mais c'est très compliqué de mettre autour de la table des gens qui
ont des pensées différentes, des origines de pensées différentes, et que tout le monde est bien d'accord. C'est le bien commun, c'est la réussite de cet enfant. Sauf qu'on ne l'aborde pas de la même façon, et on ne l'aborde pas avec le même regard. Donc à un moment donné, alors ça existe. En plus, ça n'a jamais été mis en place. Ça s'appelle l'établissement public de coordination éducative. Ça existe, c'est un dispositif qui existe, qui n'a jamais été mis en place parce qu'il n'y a jamais eu la signature en bas de la page pour le mettre en place. Il faut le mettre en place. C'est quelque chose qui existe depuis 15 ans. Il y a plein de plans qui ont été mis sur la table, mais qui n'ont jamais été exécutés. Chacun freine dans ce qui est son corps de métier, et c'est très français, ça. C'est-à-dire qu'il dit qu'au fond, que les moyens publics, dit Jean-Louis Borloo, ont été remplacés par des annonces publiques. Voilà. C'est qu'il y a des annonces, mais pas derrière de moyens mis au service de ces annonces. Et Arlette Chabot, quand on dit justement une cité scolaire large et élargie, éducative, pardon, il faut déjà que quand même les écoles puissent avoir des structures associatives, des structures culturelles, parce que la culture, elle vient pas que dans les écoles, il faut que les enfants puissent aussi aller vers la culture. C'est aussi tout ça, c'est un plan global, c'est comment la culture vient dans les écoles, comment les associations peuvent intervenir dans les écoles. Si ces moyens de ces associations sont diminués, elles ne peuvent pas, et l'ambition ne peut pas être... Il y a sûrement plein de choses à faire évoluer et qui seraient utiles. Mais moi, il y a quelque chose qui me frappe, vous disiez il faut arrêter. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dont on ne parle pas, qu'il faudrait aussi arrêter, et qui est derrière, dans le non-dit de tout ce sujet, c'est l'immigration incontrôlée. Parce que ces populations dont vous nous dites qu'ils sont plus compliqués, ils sont précaires, etc., la vérité, c'est que pour une très large part, ce sont des populations d'origine immigrée. C'est ça qui rend l'affaire terriblement compliquée pour vous, on le sait. Or, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on parle de la question des banlieues, notamment dans ce rapport, alors j'ai pas lu l'intégralité comme vous du rapport, mais en tout cas dans les résumés que j'ai pu en lire, sans parler de ces questions-là. C'est la question de l'immigration ou c'est la question des conditions sociales? Non, la question de l'immigration, la question de la politique de ce pays de l'immigration. Est-ce qu'on a encore les moyens d'acquérir autant de monde dans des conditions décentes? C'est en filigrane de tout ce qu'on se dit, c'est la question qui est posée. C'est quand même une question. Pardon, attendez, je voudrais finir. Il y a un autre mot qui, moi, me paraît absent. Alors, j'ai pas tout lu, mais qui me paraît absent. C'est la question de l'islamisme. Est-ce que c'est pas une des questions qui se posent en banlieue? Est-ce qu'on peut prétendre aujourd'hui traiter les problèmes des banlieues sans traiter ce sujet-là? Il y a une autre question, c'est celle de la violence, de l'insécurité, de la drogue. Est-ce que tous ces sujets-là ne mériteraient pas d'être intégrés dans un plan banlieue à côté des solutions, certes utiles, dont vous parlez? Alors, est-ce que Catherine Arnoult, est-ce que ça veut dire que c'est un plan pour bisounours et que, au fond, pardon, on évite les sujets qui fâchent trop, c'est-à-dire la sécurité, il l'évoque, éventuellement la drogue, le trafic, effectivement, il évoque, et puis l'islam radical, la situation faite aux femmes, etc. Est-ce que c'est pris en compte ou c'est pas pris en compte? Quand on réfléchit sur ces plans banlieues, il faut arrêter de confondre causes et conséquences. Moi, je veux bien qu'on parle que des conséquences, mais on peut en parler dans 20 ans, on y sera encore. Il faut aussi parler des causes. Et là, on est d'abord en train de parler des causes. Vous enfermez volontairement, parce qu'il y a quand même une politique nationale qui a été faite, la politique d'installation dans les cités HLM, elle a quand même été faite par l'État, elle est portée par l'État d'une façon aveugle ou volontaire, je n'ai jamais réussi à savoir. Il y a quand même, quand vous enfermez des gens dans cette espèce de ghetto de pensée, de ghetto physique, vous prenez le risque que ce ghetto s'aggrave. Ça ne s'arrangera jamais, vous avez raison, donc il faut arrêter ça. Ah, mais non, le problème, c'est que nous-mêmes, mais nous-mêmes ici, nous avons un débat qui montre que nous sommes dans un ghetto. Parce que dans ce pays, il y a des gens qui sont d'origine immigrée depuis 3 ou 4 générations et qui, quand ils vont se présenter à l'école, quand ils passent un concours, quand ils vont se présenter à l'embauche, on leur dit toujours qu'ils sont d'origine, alors qu'ils sont français depuis 2-3 générations. Et donc, il y a quand même, pardonnez-moi, je vous en prie, Arlette, il y a quand même un signe à envoyer à la jeunesse française de toutes les couleurs. Il y a un signe à lui envoyer, lui dire qu'on l'aime, lui dire qu'elle est française, lui dire qu'on veut lui donner les moyens de réussir. Et moi, je trouve qu'on est crispé, mais ça n'empêche pas qu'il y a un islam radical souterrain dans les banlieues. Ça n'empêche pas qu'il y a de l'insécurité. Non, mais d'accord, mais il y en a aussi. Et il y a aussi du trafic de drogue. Et il l'évoque. Voilà, je vous soumets une réaction de Malek Bouti, ancien socialiste, patron de SOS Racisme, qui dit en gros, il y a une erreur de diagnostic. Il faut d'abord rétablir l'ordre républicain. Sa phrase, le gangrénage par la violence détruit tous les efforts de ceux qui continuent à se battre dans ces territoires. Vous distinguez causes et conséquences. Est-ce que ce n'est pas une des causes de ce qui se passe en banlieue et pas simplement une conséquence?
Non, mais pour en revenir sur la violence et la sécurité, on est tous à dire qu'il y a 15 ans, il y avait des vrais problèmes de sécurité. D'ailleurs, tous les habitants mettaient ça en priorité dans ce qu'ils voulaient des actions politiques. Interroger les habitants de banlieue, ça n'est plus leur priorité. Là, dans le domaine de la sécurisation, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le domaine de la sécurité. Ça existe Mais quand par même, contre, Madame Marion. mais bien évidemment. Mais à un moment donné, c'est le problème de la police. C'est pas nous, élus locaux, nous, Bien acteurs sûr. associatifs, Combien qui allons vous avez régler perdu ce de policiers, vous? Mais moi, j'en ai pas de policiers, j'ai pas de commissariat de police. Moi, j'en ai perdu 80. Voilà, mais en une donc dizaine. vous soulevez Voilà. ce problème-là Mais aussi. donc, Mais on il le faut soulève, on plus le fait de que ça. Pourquoi ça y est police pas là-dedans? et mieux Ça y est de police, là-dedans. et il faut de la vraie Pas vu, justice. Madame, quand les policiers peuvent pas rentrer dans des quartiers parce que sinon ils se font Police, caillasser, justice. ça c'est pas seulement un sujet d'effectifs, c'est qu'il y a un combat culturel qui est à mener. On a laissé sécurité. dériver des choses, ça je suis bien d'accord. Il faut quand même retravailler tout ça dans le fond, mais il faut aussi plus de police et mieux de police. Et c'est pas la police qui arrive en courant quand il se passe quelque chose, c'est une police de sécurité du quotidien. Alors c'est le terme à la mode, mais on n'en bénéficie pas dans la plupart de nos banlieues. Il y en a beaucoup Moi de je n'ai police je n'ai de du police que quotidien. lorsqu'il se passe quelque chose. Voilà. Oui, donc, Mais pourquoi est-on aussi manichéen? C'est-à-dire, non, c'est Et pas alors qu'il y a de la manichéen, police c'est partout pas- en France. nous Voilà. comme C'est une maire, question quand même. nous, comme maire, très régulièrement, on est amené à interpeller sur les effectifs de police, sur telle ou telle opération. On est amené aussi à donner un certain nombre d'informations, à travailler avec les forces de sécurité. Pourquoi opposer, par exemple, lutte contre les inégalités scolaires aux problématiques... On n'oppose pas, on dit que c'est On absent. oppose, On dit que c'est On dit absent. que ça n'est pas absent. Bah, Non, c'est pas absent, c'est évoqué, mais en même temps, quand effectivement, alors vous allez dire cause, conséquence, effectivement, Jean-Louis Borloo parle du risque de recroquevillement identitaire et de repli communautaire. C'est ce qu'il dit, effectivement. Le risque aujourd'hui, c'est ça, dit Jean-Louis Borloo. Là, quand même, vous êtes d'accord avec lui ou pas? Ah bah oui. Oui, Oui. oui. Le risque, Oui, il y a un existe vrai et risque. on a fermé les yeux depuis trop longtemps. On ne l'a pas abordé dans ce que c'était de risque pour l'ensemble de la République. Parce que le problème, c'est que ça ne va pas être le problème que de nos banlieues. Si on laisse les gens s'enfermer sur eux-mêmes, si on laisse ces enfermements psychologiques, il parle beaucoup de la mobilité. Mais la mobilité physique, la mobilité géographique, c'est presque rien. Quand on voit cette espèce de mobilité psychique qui est complètement fermée, les jeunes chez nous, ils ne sont pas capables de faire 200-300 mètres. Quand ils vont de l'autre côté du périph', voilà, c'est le drame. C'est-à-dire que c'est parce Ils vont à qu'ils l'étranger, quoi. Il faut un c'est parce passeport, qu'ils presque. ont vécu, ils sont nés, Ouais. ils ont vécu, et voilà. Et on est dans une espèce de micro-société Fermement. complètement fermée sur elle-même. Nous, on a besoin justement de leur ouvrir, de leur donner de l'espoir ailleurs, de leur dire que c'est pas sur place que le travail existera. Mais est-ce qu'ils ont la possibilité de le comprendre? Rien ne leur donne d'exemple. Il n'y a aucun entrepreneur qui les prend en priorité dès que l'entrepreneuriat est un petit peu loin. Donc ils ne trouvent en fait qu'un travail sur place, une espèce de microéconomie sur place. Et ça, c'est insupportable. Et ça, c'est pas les élus qui peuvent casser ça. C'est un niveau bien plus important. C'est-à-dire, c'est l'État. vous gérez les conséquences, vous avez raison. Mais Vous bien gérez sûr, les les conséquences. conséquences. Vous gérez les conséquences. Mais, pardon, c'est facile de notre place de donner des conseils et tout ça. Mais ça n'interdit pas de s'interroger sur les causes, qui sont les causes profondes. Certes, mais vous êtes d'accord quand même que les causes, ou en tout cas la manière dont vous présentez les choses sur la question de l'immigration ou sur la question de la violence, c'est aussi quelque chose que nous, en tant que médias, et notamment les médias audiovisuels, doivent aussi travailler sur la représentation de ce que sont les quartiers aujourd'hui en France. C'est-à-dire cette image insupportable qui fait qu'on va dans les quartiers uniquement quand il y a des phénomènes de violence, c'est aussi un des rôles des médias que de montrer que la banlieue, les quartiers populaires, ça n'est pas que des zones de non-droit, ça n'est pas que des zones où il se passe des choses mauvaises. Il se passe des choses très belles. Encore faut-il donner les moyens à ces choses très belles, à ces associations qui investissent les quartiers pour qu'elles puissent continuer à faire leur travail. C'est ça le problème. C'est pour ça que je dis que le nerf de la guerre, c'est la question de l'argent. Et que Oui. tant que sur la question de la mobilité, il n'y aura pas d'investissement important pour qu'à Clichy-sous-Bois et Paris, il n'y ait pas 2 heures de trajet pour faire un Clichy-sous-Bois-Paris et que ce soit à 30 minutes plutôt que 2 heures, c'est un investissement. Et le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est qu'on a un gouvernement qui nous explique qu'il y a une dette et qu'il faut baisser les Alors, dépenses. Oui, non, mais Il est ça, là, c'est le pas problème. nouveau. Hein, le C'est pas précédent nouveau, mais donc aussi, du hein. coup, on se heurte Catherine là aujourd'hui Arenoux, à la suite de ce rapport. Franchement, on insiste un peu sur la drogue parce qu'il y a beaucoup de maires de villes comparables aux vôtres qui ont appelé plusieurs fois au secours parce que trafiquants de drogue, parce qu'il y a une espèce de loi qu'ils imposent dans les cités. C'est quand même un sujet Alors, le fondamental. trafic Comment de vous voulez drogue, attirer les gens aussi C'est insupportable. dans ces ça cités? existe chez nous. Ouais. Et pour ne rien vous cacher, chez moi, il y a beaucoup de vendeurs et les acheteurs viennent d'ailleurs. Et on le vit tous, ça. Donc, à un moment donné, effectivement, dans ces secteurs où les jeunes connaissent plus le terrain et tout ça, eh bien, on est dans des cités de revente. Et ça, c'est insupportable. Mais ça concerne combien d'habitants de nos quartiers? Mais c'est
c'est infime, c'est comme la violence. Si j'ai 50 gamins... Parce que par exemple, si on prend... Parfois, ils viennent d'ailleurs. Enfin, je peux vous assurer que les têtes et les voitures ne sont pas de chez moi, parce qu'on les connaît tous. Et donc, ça vient bien d'ailleurs dans un endroit où ils savent exactement qu'il y a plutôt moins de police. Donc, faisons le trafic plutôt dans des villes comme les nôtres, puisqu'il y a moins de police. Mais derrière, c'est pareil, la violence. Elle concerne quoi? 50 familles maximum. Et on ne parle que de ça. Alors qu'il y a tous les gens on vous a beaucoup entendu, Catherine Arrudeau, quand votre maternelle a été incendiée chez vous, à Chanteloup. Et là, vous n'étiez vraiment pas contente. On va voir des images de cette maternelle, etc. Je pense que là, vous vous dites, il y a quoi? C'est une délinquance qui est insupportable quand on fout le feu à une maternelle, c'est intolérable. C'est intolérable et ça violente tout le monde. Parce qu'il n'y a aucun geste, enfin, il n'y a aucune explication, quoi. Quel est le symbole Alors ça, beaucoup, et c'est ça aussi qui est intéressant dans nos quartiers, c'est qu'il y a une solidarité qu'on n'imagine même pas, qu'on imagine au quotidien, parce que c'est comme ça que ces quartiers, ces habitants survivent, mais qu'on n'imagine pas devant cette violence qui attaquait le jeune enfant et son éducation. Il y a eu une espèce de solidarité locale qui a été exceptionnelle. Au point que maintenant, je vais vous dire, ces gamins qui ont fait ça, parce que je suis sûr qu'ils ne sont pas très vieux, ont intérêt à se planquer. Oui, personne ne s'est vanté d'avoir fait Personne ne s'est vanté. Effectivement, et tout le monde a trouvé ça odieux. Et ça veut dire que quand même, il reste une pensée républicaine sur nos quartiers qui est quand même capable de se développer, certes face à l'adversité, mais quand même. Alors, on a bien compris que ce n'était pas facile d'être maire de communes comme les vôtres. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup d'admiration pour les élus. Il y en a un qui avait jeté l'éponge. Il s'appelle Stéphane Gatignon. Et tout à l'heure, il était avec vous aux États généraux de la ville. Et il attend beaucoup de ce rapport et du président de la République, Emmanuel Macron. Comment la nation se mobilise? Et si on veut mobiliser la nation, évidemment, c'est le rôle du président de la République aujourd'hui. Ça veut dire aujourd'hui, quelle va être la position du président de la République par rapport à ce rapport? Il y a un vrai enjeu là-dessus. Soit il le prend et il dit on mobilise la nation, toutes les forces vives, pour améliorer les choses et redonner confiance dans les habitants, pour les habitants de la banlieue, etc. et avancer. Soit il y a du mépris à nouveau et ça sera un échec et ça sera compliqué à gérer derrière. Patrice Bessac, ça vous a choqué que le rapport soit remis au Premier ministre ce matin et pas au Président de la République, comme avait l'air de le souhaiter personnellement Jean-Louis Borloo? Surtout que je crois que l'engagement avait été pris à ce que ça soit remis au Président de la République. Et c'est clairement dans les mains de la présidence de la République qui est aujourd'hui la solution, parce qu'on sent que les ministres sont face à un problème qu'ils mesurent. Ouais. Il y a 2 ministres qui sont en charge des solidarités territoriales, c'est ça? Mais on sent que l'ampleur des problèmes réclame que l'Élysée décide. Et moi, j'ai de l'espoir. C'est-à-dire, j'ai de l'espoir qu'à un moment donné, on ouvre les yeux sur et le potentiel de nos banlieues, mais aussi le risque qu'il y a à ne pas entendre cette partie de la population française qui, aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle d'elle, c'est au fond de manière punitive. C'est au fond pour dire qu'il y a des problèmes, c'est au fond pour leur taper dessus. Et jamais on a des mots taper dessus, c'est pour essayer de comprendre aussi, quand même. Oui, mais Patrick Bessac, on se dit pourquoi ça ne marche pas, c'est normal. Oui, mais sachez quand même que quand on regarde la télévision, année après année, depuis des années, on ne parle du peuple, c'est-à-dire des familles d'ouvriers, des gens qui gagnent peu, des immigrés, des familles de plusieurs générations. On n'en parle qu'avec des mots de tension, que des mots punitifs. Et c'est pour ça que nous, on a voulu, maire de banlieue, se mettre dans une optique positive, dire ça y est, on y va, battons-nous, parce qu'on a quand même des choses mieux à dire ensemble que l'opposition. Oui, quoi. Catherine Arrudeau, ça vous a choqué aussi que le rapport soit pas remis au président de la République? Oui, d'autant plus qu'on a vécu toute cette séquence là de 8 mois, a quand même commencé, je vous le rappelle, par la suppression des contrats aidés, qui est quand même le plus gros plan social qui se passe discrètement et qui va s'étendre sur un an. Là, vous êtes en désaccord avec votre parti, non, pour certains plans? Parce que ça aurait été pendant... J'ai la liberté de parole. D'accord, très bien. Non, mais on vérifie qu'il vous arrive rien demain. Non, ça va. Non, si vous avez des soucis, vous nous appelez, on fera quelque chose pour vous. Je crois que je risque plus en banlieue que... D'accord, voilà. oui. Mais pas dans la mienne. Non, mais on ne se rend pas compte que la suppression de ces contrats aidés, ça a été un grand plan social et qui est en train de se décliner lentement mais sûrement jusqu'à la fin 2018. Parce que les derniers contrats ont été signés en 2017 et puis il y a des gens qui vont se retrouver en rupture, voilà, en rupture de droit. Donc après ces contrats aidés, après la suppression des 46 millions aussi pendant l'été meurtrier, on a quand même été tous révoltés. C'est ce qui a fait ce début, cet appel de Grigny, ce grand mouvement de solidarité
de travail où on s'est dit, nous, on va arrêter de parler de ce qui ne va pas, on va essayer de se rassembler pour voir justement tous les plans et toutes les solutions locales qui pourraient avoir une déclinaison nationale. C'est comme ça, l'appel de Grigny, et d'ailleurs Jean-Louis Borloo ne veut pas parler de l'appel des Borloo, élus, c'est il parle l'automne du plan dernier. de Grigny. Ouais. Et le président de la République nous a reçus à ce moment-là. Ouais. Donc il a été interpellé par notre mobilisation et c'est lui-même qui a pris les engagements à la fois de nommer Jean-Louis Borloo, de demander un certain nombre de thématiques et de travail sur les thématiques et après il y avait une revoyure. Et la revoyure n'a pas eu lieu. C'est pas tout de suite, Alexis Brézé. On sait que ce sera le 22 mai que le président de la République va s'exprimer. Alexis Brézé, il va sortir l'argent, Emmanuel Macron. Le sentiment, c'est qu'il est bien embêté, précisément parce qu'il y a d'abord la question de l'argent. Et de l'argent, il n'en a pas. Et donc tout ça coûte de l'argent. Et vous dites vous-même, il y a besoin d'argent. Et donc il ne sait pas très bien où le trouver. Et que... Il y a des propositions dans le plan. Mais... Comment ? Il y a des propositions dans le plan. Oui, mais Le ce maire qu'on disait prend tout à là, l'heure qu'il n'était pas attendez, question, en tout cas. l'argent, on ne le crée pas. Donc si on le mobilise pour quelque chose, c'est qu'il sera plus utilisé pour une autre chose. Donc malgré tout, quand une dépense, il faut voir la dépense nette qui est créée. Donc il y a ce problème-là. Par ailleurs, il y a un problème politique pour Macron. Il y a un problème politique, c'est que lui, il est face d'abord à une demande très forte, pas uniquement d'assistance et d'aide financière, mais autour de ces questions, de ces enjeux de sécurité, d'islam, d'islamisme, d'islam radical, de toutes ces questions-là. Il faut qu'il y apporte une réponse et qui ne sont pas spécifiquement dans ce plan-là. Et il est aussi face à une sorte sinon de sécession, en tout cas d'exaspération, dont il sent qu'il monte bien dans un pays qui n'en est pas moins le peuple, qui est aussi le peuple. Qui est un autre peuple, mais qui est quand même le peuple, qui est celui de ces petites villes de campagne, et qui ne voit pas du tout ça d'un bon œil. Il ne faut quand même pas se cacher les choses. Et ça, il le sait. La droite l'accuse déjà de ne pas aimer la ruralité. Mais c'est pas que la droite aussi. La gauche de ne pas aimer les banlieues, c'est compliqué. Et les gens vont dire, il n'y en a que pour les banlieues. Donc il a un problème politique, il a un problème immédiat d'argent, et puis il a un problème derrière de lutte aussi contre l'insécurité et l'islamisme radical. Donc c'est pas, je pense qu'il est un peu embêté, et le fait que ce soit le Premier ministre qui ait reçu le rapport et pas lui, me paraît aller dans le sens de ça. Mais de toute façon, il y a quand même un problème, en tout cas même certains dans la majorité le reconnaissent, d'incarnation de ces sujets dans le gouvernement. Vous le dites pas, mais Stéphane Gatignon notamment avait dit lors des réunions avec Jacques Mézard, son chien est aboyé, il avait l'air plus intéressé par son chien que par nous. Julien de Normandie est parfois accusé d'être un peu trop techno, de pas vraiment connaître les réalités du terrain. C'est peut-être aussi ça le problème de ne pas avoir un interlocuteur dont vous pouvez vous dire, celui-là il connaît vraiment les problématiques. Ah oui, c'est vrai, c'est quelques mois, enfin on l'a dit dès le départ, hein, puisque ça fait quand même des années qu'on demande très régulièrement à un ministre de la Ville qui soit en relation directe. Volontairement, il n'y en a pas, là. C'est-à-dire que le choix d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'y ait pas de casquette ville. Oui, cohésion des territoires. Ça voulait dire qu'on voulait aborder en même temps la difficulté rurale et la difficulté des banlieues, sans s'apercevoir que c'était deux politiques différentes qu'il fallait aborder différemment. Donc ce que vous dites, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un ministre de la Ville, quoi, en fait, qui prenne en charge les quartiers de manière ou d'une autre. Il faut que ce soit un Premier ministre sous l'autorité d'un président de la République, un Premier ministre qui décline dans les autres ministères, parce que le ministre de la Ville ne fait pas tout, loin de là, qui décline dans les autres ministères tout ce qui doit être fait. Donc c'est le ministère de l'Emploi, c'est le ministère de l'Éducation. Voilà, il faut une coordination au niveau du Premier ministre. Jean-Louis Borloo dit qu'il faut le général Patton, un général Patton pour diriger, c'est-à-dire on perce toutes les défenses, on brise les immobilistes et on avance. Patrick Bessac, vous êtes un fan du général Patton, s'il s'appelle Jean-Louis Borloo, bien entendu. Mais il ne veut pas, lui. Non, mais je crois que oui, il y a besoin de casser les codes, il y a besoin de faire de la transversalité, il y a besoin de personnalités fortes qui permettent d'arrêter avec cette embrouillamini administrative, parce qu'on critique beaucoup les collectivités locales, mais pardon, quand on se rend compte à niveau local du bazar parfois que c'est l'État national dans son organisation, dans sa capacité de se parler ensemble, oui, il y a besoin de personnalités fortes qui, à un moment donné, donnent un coup de pied dans la fourmilière. Cette affaire, on parlait d'éducation tout à l'heure, faire en sorte qu'à niveau local, les gens se parlent, mettre en relation les associations sportives, parfois le procureur de la République, les clubs de prévention, l'éducation. On sait que ça marche très bien lorsqu'il y a les moyens pour le faire. Mais ça, il faut aussi le faire au niveau de l'État, parce que parfois, pour prendre des décisions simples, il leur faut 2 ans, 3 ans, et ça s'enlise. Un petit mot. Oui, un petit mot. Borloo, il a pointé une chose qui me paraît essentielle, c'est le délire, ou en tout cas l'élite technocratique qui a aussi eu à gérer tout ça. Il faut aussi ne pas oublier que derrière tous ces chiffres, de ces millions qui sont investis dans le quartier, il y a des êtres humains, il y a des habitants, et qui sont aussi souvent les mieux concernés, les mieux
impliqués, qui savent le mieux ce qui est le plus important pour leur quartier, leur vie de quartier. Donc il faut aussi qu'à un moment donné, la participation des habitants soit essentielle dans la construction d'un plan. Mais encore une fois, et Gatignon, je pense qu'il est bien placé pour le savoir parce qu'il a soutenu Macron, que c'est pas tout à fait la ligne qui va être conduite par Emmanuel Macron. Il dit qu'il faut une académie des leaders, créer une espèce d'ENA des quartiers. Alors c'est peut-être mieux, disent certains, que ce soit l'ENA qui s'ouvre un peu plus au quartier plutôt que de créer un sous-ENA dans ces quartiers. Alors, simplement, quelle est la mesure, à votre avis, la plus importante que vous souhaitez en premier, Patrick Bessac? Ah non, moi Vous voulez tout ou rien, vous voulez tout. C'est pas que je veux tout rien, mais je veux surtout pas la petite mesure gadget pour nous dire allez, arrêtez, on vous a servi, vous avez eu votre petite mesure. Je ne veux pas de mesure médiatique. Je veux de l'action, je veux du concret, je veux du terrain, je veux de la pérennité. Oui, vous aussi. Absolument. Ah ouais. Catherine C'est Renaud. une espèce de marche comme ça, tous les hussards. Il n'y a pas de mesure qui vous dites là c'est le plus important. Elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Ouais, et ça veut dire que si le gouvernement prend une toute petite mesure, vous serez très très mécontents, les maires. Vous allez faire une démonstration de colère. Il y aura un gros problème. Oui, Alexis, un petit mot, on a 20 secondes. Moi, il y a une mesure, il y en a plein qui me paraissent pas importantes, mais il y en a une qui me paraît importante, c'est la revalorisation des traitements des professeurs dans ces zones-là. Ça, c'est très important. Mais s'il n'y en avait qu'une, déjà, ça serait quelque chose. Quand on voit la difficulté du travail pour les professeurs, ça, c'est quelque chose. Et c'est un effort qui mériterait d'être fait. Après, la Cour d'équité territoriale ou l'Académie des leaders ou les maisons Marianne ou les clubs petit-déj, j'y crois pas trop. Mais cette mesure-là, les profs, oui. Vous voyez qu'il faut un peu d'argent. Mais bien sûr qu'il faut un peu d'argent, mais il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi plein de problèmes. On se retrouve au mois de mai, le soir des annonces, si vous êtes d'accord, des annonces du président de la République. Merci à tous, en tout cas. Et puis, dans un instant, une pause. Et vous allez retrouver Marie-Aline Méli. Le meilleur de votre programme.